Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Mon invité du jour s'appelle Christophe Bouquerel. Bonjour Christophe et bienvenue au micro du Clito. Bonjour Céline, merci pour ton invitation. Merci à toi d'être là. Je suis vraiment ravie de te recevoir. Alors Christophe, toi tu es thérapeute holistique spécialisé dans les relations authentiques et tu accompagnes tes clients à bâtir des liens sains et épanouissants, les invitant à explorer l'amour de soi. Est-ce que c'est ça? C'est tout à fait ça, oui. Dans cet épisode, Christophe, toi et moi, on va explorer les thèmes de la séduction et de ce que ça signifie réellement vivre une relation authentique, que l'on soit en couple ou célibataire. Nom d'un clito. Interview. Donc, je vais commencer par la première question, qui est la suivante, Christophe. Comme je le disais en préambule, tu t'es spécialisé dans un accompagnement vers les relations authentiques. Euh, Qu'est-ce que ce terme de relation authentique signifie pour toi, Christophe? Alors, déjà dans un premier temps, je suis allé chercher dans le Larousse ce qu'était la définition d'authentique, parce qu'on a tous plus ou moins nos définitions. Et il y en a deux que j'ai retenues qui me semblaient bien collées à ma vérité. La première dit dont l'exactitude et la vérité ne peut être contestée. Et la seconde dit d'une totale sincérité. Alors ça résume un petit peu ce que ça représente pour moi. Une relation authentique, c'est une relation qui va être vraie, sincère, même naturelle. Il va pas y avoir besoin d'artifice ou de choses comme ça. On va pouvoir être soi-même sans avoir besoin de faire de compromis ou de concessions pour plaire à l'autre, se transformer, se grimer, entre guillemets, parce que parfois, avec... on fait des choses magnifiques avec le maquillage aujourd'hui, et le lendemain matin, on se retrouve avec quelqu'un d'autre. Ça peut être très surprenant. Pour moi, à mon sens, hein, et pour le vivre aujourd'hui, quand tu vis une relation authentique, c'est fluide, c'est empreint de sincérité. Il y a aussi ce phénomène où en fait, l'un avec l'autre, chaque moment partagé va te permettre de grandir, d'évoluer. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre aussi. On est tous chacun à son niveau d'égalité. Moi, je vois souvent un peu cette énergie, un peu comme la Kundalini, mais tu sais, dans le sceau d'Hermès, ces deux serpents qui s'entrelacent, ces deux énergies qui se marient et qui se portent mutuellement. La communication est fluide et hyper. Bah, je parlais tout à l'heure, pas de concession, mais il n'y a pas de faux semblant non plus. Tu peux venir dire ta vérité à l'autre du moment que tu exprimes tes besoins. Alors moi, je préfère utiliser la communication non violente. De toute façon, je pense que ça reste une bonne base, même dans la vie de tous les jours. Et c'est surtout que l'autre aussi, en face, va être en mesure de te recevoir et de t'accueillir tel que tu es. Va y avoir cet effet miroir, cet effet ping-pong, une fois de plus, cet effet bénéfique à chacun. Après, bien évidemment, une relation authentique, c'est pas une relation parfaite. Parce que moi, à mon sens, ça n'existe pas, hein, les relations parfaites. Et surtout, là où c'est hyper important, souvent, quand tu vas trouver enfin cette fameuse relation, selon si ça fait plus ou moins de temps que tu la recherches, ou parfois tu la recherchais pas et te tombes dessus, cette personne, elle va te permettre aussi d'aller guérir des vieilles blessures émotionnelles, des vieux schémas, des traumas aussi que tu as pu vivre à travers tes relations, que ce soit à l'autre ou même avec tes parents ou peu importe. Et du coup, forcément, quand ces petites choses-là elles remontent à la surface, va forcément y avoir un peu de friction dans le couple. Mais si tu es capable de garder ta bonne communication, de te rappeler que cet autre-là, en vrai, il te fait du bien au quotidien, tu vas être capable de transcender et l'autre va t'y aider en plus. Donc il y a aussi dans la relation authentique un gros effet thérapeutique, quoi, finalement. Et dans ta conception des relations authentiques, Christophe,
Tu parles aussi d'une sexualité assumée et décomplexée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Déjà, pour moi, la sexualité, ça fait partie intégrante d'une relation de couple authentique et épanouie. Moi, je vais même plus loin dans ma définition. Pour moi, la sexualité, ça revêt un aspect sacré, en fait. Où tu peux, quand tu te retrouves avec l'autre, c'est plus que simplement du charnel ou un échange physique. Quand tu sais, on dit bien faire l'amour, en fait, quand on est posé dans des relations saines. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu à plusieurs reprises. Tu peux vivre une connexion profonde à l'autre, en fait. C'est vraiment un instant où finalement, de par ce premier rapport au corps, au bout d'un moment, tu oublies ce corps pour presque ne faire qu'un avec l'autre. Et là, tu as vraiment l'impression que c'est simplement deux âmes qui vibrent l'une avec l'autre. La sexualité, ça peut être aussi se faire du bien à soi. Tu vois, aujourd'hui, se masturber, ça devrait pas être un tabou. Alors, ça veut pas dire s'afficher sur les réseaux, comme malheureusement on peut en voir beaucoup aujourd'hui. Mais se masturber, c'est OK. Exprimer ses plaisirs et ses besoins à l'autre, c'est hyper important aussi. À mon sens, il ne devrait pas y avoir de tabou du moment que c'est fait pour les bonnes raisons. Et c'est là aussi où je dis souvent attention à pas confondre décomplexé et débridé. Parce qu'aujourd'hui, la sexualité, on va pas se mentir, c'est complètement faussé à cause du porno qu'on retrouve partout, de l'hypersexualisation de la société. Moi, quand je vois des jeunes filles qui gagnent plus qu'un PDG en montrant leurs fesses sur les réseaux, je trouve ça triste, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Bien sûr. Mais tu vois, comme on dit, entre faire l'amour et baiser, pour être vulgaire, il y a une différence. Après, on reste des animaux. Parfois, il y a une envie d'un peu plus peut-être de passion un petit peu bestiale. C'est OK, hein. Comme je dis, juge pas les pratiques. Mais comme je dis, voilà, une sexualité épanouie, ça doit permettre à chacun de s'épanouir, de pouvoir vivre ce qu'il aime dans la sexualité, dans son rapport à l'autre. Et surtout, ce qui est important, c'est de se poser la bonne question. Si t'as tout le temps envie de ton ou de ta partenaire, pourquoi t'as envie de faire l'amour? Pourquoi t'as envie de telle ou telle pratique? Parce que, pour prendre un exemple très rapide, si tu prends le sadomaso, bon, aller s'attacher à un arbre, se fouetter avec des orties ou, ou même se mettre des clous dans les mamelons, hein, si on veut aller dans le... Euh, à mon sens, ça reste que ma vérité, je juge absolument pas les pratiques, mais pour moi, tu vas chercher soit à provoquer, soit à ressentir de la souffrance pour pouvoir accéder au plaisir et du coup, fondamentalement, à la joie derrière. Et c'est quelque part, tu vois, il y a quelque chose de déconnecté. C'est comme les personnes qui vont boire énormément, prendre de la drogue. Tu vois, ça, c'est une forme d'addiction et t'es déconnecté à mon sens, hein, de ta nature profonde. Oui, effectivement, tu fais bien aussi de noter cette différence entre le côté débridé ou décomplexé. Et j'avais aussi envie d'ajouter le respect. Donc, tu le fais dans le respect de toi et de l'autre. C'est aussi une base fondamentale de la relation. Ouais, ouais. C'est hyper important et c'est vrai que je me l'étais noté dans un petit coin, mais effectivement, surtout le problème, si on revient au porno, c'est ce côté femme-objet, quoi. Où finalement, c'est plus qu'un réceptacle à plaisir. Je pense qu'il y a aussi quelque part peut-être une volonté, tu sais, de nous déconnecter de cette réalité-là. Puisque comme je te disais, la sexualité pour moi c'est sacré. Donc forcément tu prends en considération l'autre. Tu le respectes et c'est pas moi j'ai envie, alors tout de suite c'est installe-toi, comme chez le dentiste, ouvre la bouche et j'irai pas plus loin, mais tu vois. Ouais, ouais, c'est hyper important de respecter l'autre et de se respecter soi. Puis tu parles du rôle de la femme dans les films porno, mais il y a aussi cette image de l'homme qui doit être dominant, qui doit être performant, qui doit avoir un certain calibre. Il y a vraiment, ça fait du tort des deux côtés. Et c'est pas que c'est mal de regarder du porno, mais c'est juste que quand tu t'éduques sur cette base-là, c'est pas ce qu'il y a de plus sain. Ouais, c'est ça, mais on y fait hyper attention à ça parce que tu vois, on a un ado qui va avoir 15 ans à la maison et on a commencé à lui en parler, tout ça. Alors, il nous dit oui, je sais que c'est pas la réalité, etc. Mais entre potes, à cet âge-là, on fait toujours un peu les cakes et les hormones qui bouillonnent, etc. Mais c'est hyper important. Moi, je sais que de mémoire, j'ai toujours pris beaucoup d'attention à mes partenaires et le plaisir de ma partenaire est hyper important en fait. Dans le sens où ça peut arriver parfois, tu sais, qu'on fasse l'amour pour faire plaisir à l'autre, on n'a pas forcément très envie, mais ça je le ressens. Et du coup, forcément, moi aussi, mon plaisir en est réduit, tu vois. Nom d'un clito. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle
au féminin et au masculin. Et Christophe, selon toi, pourquoi est-ce que l'amour de soi est si essentiel dans les relations et comment est-ce que toi, tu as appris à t'aimer et à te respecter? Mais déjà, on l'entend un peu partout, on le lit, que pour pouvoir aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi. Et ça, c'est pas forcément évident à concevoir parce on nous apprend encore malgré tout que dans la société, si tu prends du temps pour toi, si tu t'aimes toi, c'est que t'es égoïste. Alors que c'est pas vrai du tout. Si tu fais un parallèle avec le secourisme, on t'apprend d'abord à te mettre toi en sécurité sur une zone de danger. Parce que si tu vas aider des gens qui sont en danger et que derrière tu t'es pas sécurisé, ben on se retrouve avec deux victimes, voire plus. Finalement, ton sauvetage aura servi à rien, quoi. Il y a ce sens aussi où pour pouvoir vivre une relation authentique, si tu veux pouvoir exprimer tes besoins, si toi-même tu te connais pas, comment tu veux les exprimer, ces besoins-là? Tu vas finalement potentiellement rester dans l'ombre de la relation, dans l'ombre de l'autre, à toujours vouloir faire plaisir. Si l'autre, il y a quelque chose qui lui convient pas, hop, tu vas te remettre dans ta petite coquille et tu vas éviter de faire trop de débords, mais finalement, toi, tu vas jamais être pleinement épanoui dans ta relation. Alors, comment j'ai réussi? Ça a été très très long, hein, puisque déjà, il a fallu déconstruire, déblayer un peu tout ce qui était. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. T'as quand même pas mal d'étiquettes qu'on va te coller, de croyances depuis que t'es petit. T'es comme ci, t'es comme ça, mets pas tes doigts dans ton nez. Bon, ça n'a rien à voir avec les relations. Il y a vraiment toutes ces choses sur lesquelles tu t'es bridé toute ta vie. Pour moi, le premier travail, alors on parle souvent des couches d'oignons, et ça tombe bien parce que les oignons, ça fait pleurer, et se délester de ces couches-là, ça fait pleurer aussi souvent. Et, euh, et même pour un homme, c'est hyper salvateur tu vois, ça aujourd'hui, c'est pareil, hein. On commence à y venir, mais c'est encore compliqué pour les hommes d'accepter de pleurer devant les autres. Devant un thérapeute, c'est encore différent, mais donc, ouais, il y a toute cette phase de déconstruction, d'essayer de revenir à un état un peu neutre et surtout d'ouverture. Et il y a des parts de toi que tu as laissées de côté, parce que finalement, quand tu étais comme ça faisait pleurer ta maman, ça mettait ton papa en colère, tu te faisais punir à l'école, etc. Ça veut pas dire que t'étais pas bien, c'est juste que là, dans ce cadre-là, les gens étaient pas en capacité de te recevoir. En plus du déblayage, là, cette réappropriation de qui tu es vraiment. Un exercice qui fonctionne bien, qui a bien fonctionné pour moi, c'est d'oser. Quand tu sens que tu es dans la retenue, quand ça se verrouille à l'intérieur, moi ça passe beaucoup par le corps et les émotions. Maintenant, je suis en capacité de ressentir vraiment quand j'ai pas envie d'y aller, ou quand en tout cas mon moi profond n'a pas envie d'y aller. J'ai plus facilement cette capacité à dire non, ou en tout cas à voir s'il n'y a pas une façon différente de le faire, si vraiment c'est important. Et surtout, l'exercice important, c'est que quand tu fais ça, et que tu vois que finalement, quand l'autre, il est en capacité de te recevoir, non seulement parfois ça améliore la relation. Alors là, on parle beaucoup de relations amoureuses, mais pour moi, ça touche à tous les types de relations, amicales, professionnelles, etc. Souvent, cette personne, quand elle sait que t'es droit dans tes bottes, mais que t'es quand même bienveillant, mais ça va améliorer, elle sait que voilà, t'as tes limites, t'es pas un paillasson, ça c'est hyper important. Et puis toi aussi à l'intérieur. Tu vas avoir pris ce petit risque la première fois quand tu as été habitué à pas exprimer qui t'étais. Souvent, tu te caches et t'oses pas exprimer ce qui va et ce qui va pas. Et t'as peur de la réaction de l'autre. Mais quand tu te rends compte qu'en vrai, quand t'es toi-même, non seulement déjà, tu te sens vachement bien, tu t'es pas fait du mal pour rien. Et qu'en plus l'autre, mais qui t'ait reçu ou qui t'ait pas reçu, c'est pas grave. Mais en plus, t'es toujours vivant. C'est ça, c'est l'expérience en fait. Faut oser parfois aller appuyer sur des points où ça fait mal, parce qu'une fois passé ce point-là, et c'est un exercice qu'on pratique hein, sur la libération parfois des traumas, quand tu vas chercher et que tu laisses la douleur se dissoudre, bah finalement, cette peur-là, tu te rends compte qu'elle n'a pas lieu d'être, quoi. Quand on dit relation, on pense à la relation à l'autre. Pour les personnes qui vivent une période de célibat, quel est ton conseil, Christophe, pour transformer cette phase en une opportunité de se connecter à soi et de vivre des relations authentiques? Une chose importante, c'est de prendre du temps pour soi, de pas courir après de la distraction permanente. Moi, je l'ai beaucoup fait dans, dans des relations précédentes, après des ruptures, de ne pas vouloir me sentir seul. Donc, je sortais beaucoup, j'allais boire avec des potes, j'étais en distraction permanente. Et c'est ça, cette capacité à se retrouver à l'aise dans la solitude, dans un premier temps,
Au début, ça peut être vertigineux, hein. Ma dernière relation, ça faisait 9 ans que j'étais avec quelqu'un. On faisait beaucoup de choses tout le temps à deux. Il y avait ce côté dépendance. Tu vois, ça, on l'a pas exprimé. Je l'ai pas exprimé tout à l'heure, mais quand il y a vraiment une dépendance à l'autre, il y a aussi quelque chose qui va pas bien, quoi. Mais c'est aussi, à mon sens, une opportunité pour aller, pour essayer de grandir tout seul. Que ce soit en regardant des vidéos sur YouTube, en écoutant des podcasts. Mhm. C'est une très bonne façon de s'éduquer. En allant voir un thérapeute hein, pour un accompagnement individuel. Il y a plein de façons, même des livres. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les bourses. C'est vrai que se faire accompagner par quelqu'un qui a suivi ce chemin-là aussi, c'est hyper important, puisque ça permet d'avoir aussi un feedback et d'être soutenu dans les moments où tu es peut-être un peu plus faible. C'est ok hein, d'avoir des moments où on se sent plus faible, et c'est vraiment le bon moment justement pour transformer ça. Et parlons à présent du fameux sujet de la séduction. On peut parfois l'associer au sexe, ou en tout cas à une finalité qui va dans cette direction. Grâce aux introspections que tu as pu faire sur toi-même, Christophe, quelle est ta définition de la séduction aujourd'hui et quelle signification avait ce mot pour l'ancienne version de toi? Séduire, je l'associe beaucoup à un peu tricher, où tu vas, j'en sais rien, moi, tu vas arriver, tu vas être bien sapé à chaque fois que tu as un rendez-vous avec ton ou ta partenaire, sauf qu'en vrai, tu vois, tu vis en jogging, la main dans le calbut, et puis à regarder des matchs de foot avec tes potes le samedi soir. Je trouve qu'aujourd'hui, la séduction a pris un sens qui est pas sain, où vraiment tu dois te forcer à être quelqu'un d'autre, alors que quand tu es dans l'authenticité de toi-même, forcément, à un moment en face, tu vas avoir ce retour. Puis surtout que si tu bases ta relation sur quelque chose, juste pour faire plaisir à l'autre, déjà tu fausses les bases, quoi. Tu vas te retrouver avec quelqu'un, ça fait 10 ans qu'elle te fait sa fameuse choucroute au camembert, puis un jour tu pètes un plomb, tu te dis non mais j'en peux plus, quoi. Mais pourquoi tu l'as pas dit dès le début? Je prends volontairement des exemples bizarres, tu vois, mais on voit tellement de choses, des gens qui sont malheureux, qui sont pas épanouis dans leur relation. Même, tu vois, on parlait de sexualité. C'est hyper important que l'autre soit en adéquation avec ce que tu aimes vivre, comment tu vois la sexualité. Si tu es au clair avec ce que tu veux et que tu es en capacité d'entendre l'autre, il n'y a pas besoin de faux semblants. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas faire plaisir à l'autre, hein. Offrir des fleurs, mais c'est pareil, te force pas à offrir des fleurs si c'est un truc que tu feras jamais après dans ta relation. Faut- à mon sens, il faut mettre en place ce que tu es capable de tenir sur la durée. Ce qui pour toi est naturel. Il y a évidemment ce plaisir de faire plaisir, mais te force pas à faire des choses que t'as pas envie de faire sur le long terme, quoi. Et ta relation à la séduction avant que tu fasses toutes ces introspections sur toi, Christophe, elle était quoi? C'était quoi cette signification de séduire ou le mot que tu utilisais à l'époque ou qui te semblait le plus juste pour entrer en relation? Ça se passait comment pour toi? J'ai travaillé avec des coachs en séduction, justement. J'étais complètement dans ce jeu-là, hein, de faire des choses, d'en faire peut-être même trop, pour que la personne... Au final, c'est ça, c'était pour que la personne m'aime. En vrai, c'était pas vraiment... Enfin, je l'ai compris que plus tard, c'était pas vraiment pour moi si la personne venait. C'était pas pour la nouveauté, parce que mon parfum lui plaisait, tu vois, ce truc, les fameuses pubs Axe, tu mets du parfum, t'as toutes les filles du vestiaire qui te sautent dessus. Bon, dans la vie, ça n'existe pas, hein. Mais pendant longtemps, j'étais comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te dis que moi, la séduction, ça me parle plus, en tout cas pas dans les relations. Et c'est vrai que quand on en reparle avec Valérie, à aucun moment on a cherché à se séduire ou à... En fait, on a parlé, on a vu que on avait des valeurs communes, qu'on avait... Enfin, tu vois, sur les choses importantes, on regardait dans la même direction, et c'est surtout qu'on était capable de se soutenir l'un l'autre, parce que forcément, si les deux vont mal, c'est compliqué. Mais en général, dans un couple bien équilibré, t'en as un qui met un genou à terre, bon, bah, l'autre, il va être là pour prendre le relais, etc. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. C'est Céline et j'ai la chance d'être accompagnée de Christophe Bouquerel. Dans cet épisode, Christophe partage avec nous sa vision des relations authentiques et de la séduction. Alors juste avant la pause, on a commencé, Christophe, à parler de la séduction, de comment toi, tu le voyais avant, ce que tu étais même parfois prêt à faire
pour être, disons-le, aimé par l'autre. Et puis après, ce que tu as compris de ce qui pouvait changer dans la relation et qu'en étant vraiment simplement authentique, en étant toi et comme tu le disais, en ayant des valeurs communes, ça débloquait énormément de choses. Et pour continuer sur cette thématique, Christophe, je souhaite te demander si selon toi, la séduction, alors, ou un autre mot qui te convient mieux, en solo, c'est-à-dire de soi à soi, est-ce que ça existe? Et si oui, sous quelle forme? Si on entend dans le sens où faut être capable, tu vois, de se trouver beau soi-même, de se faire plaisir d'aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, de bien s'habiller, etc. Mais parce que toi, ça te fait plaisir, là oui, effectivement, c'est hyper important. Prendre soin de soi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, t'es la seule personne avec qui tu vas vivre toute ta vie. Donc c'est hyper important de prendre soin de toi, de comprendre ce qui te fait plaisir. T'as envie de te faire un resto tout seul? Fais-toi un resto, une toile ou peu importe, un truc qui te fait plaisir. Et même, j'ai envie de dire, même quand t'es en couple, en fait. Quand tu vis cette relation hyper épanouissante et authentique, au départ, t'as cette volonté d'être tout le temps avec l'autre. Parce que tu vis quelque chose d'extraordinaire que t'as jamais vécu, tu te dis, waouh, hein, ça existe. C'est presque magique. Et c'est là où, justement, il faut surtout pas s'oublier et se rappeler qu'à la base, tu es aussi un être unique et authentique, et qu'il y a peut-être des petites choses dont tu as besoin et que l'autre ne partage pas avec toi, hein, sur des trucs tout basiques, hein. Là, en ce moment, Valérie, elle peut plus trop aller marcher ou faire des sorties. Bon, bah, ça m'empêche pas d'aller faire ma petite marche de 5, 6, 8 kilomètres, tu vois. C'est important de se préserver des moments à soi et d'avoir cette intimité. Tu vois, plutôt que de séduction, je parlerais plutôt d'intimité avec soi. Et aujourd'hui, Christophe, tu accompagnes aussi bien les hommes que les femmes. Si tu en observes, quelle différence notable est-ce qu'il existe dans leur approche des relations et de l'amour? Si on sort des clichés classiques qu'on connaît sur les hommes ou sur les femmes, hein, tu vois qu'un homme doit être viril, on en a parlé, hein, ça doit pas pleurer. Qui est-ce qui porte la culotte à la maison? Bon, en général, c'est souvent madame. Mais là, tu vois, tous ces clichés-là, moi, les personnes que je vois, en tout cas, sont déjà au-delà de ces clichés-là. En général, leur approche est souvent la même, qu'ils soient hommes ou femmes. Ils sont perdus aujourd'hui. Tu vois, clairement, même moi aujourd'hui, si tu me demandes c'est quoi être un homme, je sais pas. Clairement, clairement, j'ai pas de réponse toute faite. Pourtant, j'ai travaillé hein, sur aussi le masculin sacré. Valérie travaille sur le féminin sacré. On partage beaucoup autour de ça. Tu vois, j'avais noté cette petite phrase, voilà, que pour les hommes qui vont écouter ce podcast, on a besoin de vous. On peut pas laisser les femmes faire tout le travail sur ce cheminement-là. Ok, il y a le féminisme, etc. On voit que ça explose, les femmes prennent leur place et c'est tant mieux. Mais aujourd'hui, en fait, on a tous besoin et du féminin et du masculin, quoi. C'est hyper important qu'on puisse prendre tous notre place, puisque les femmes aussi, dans cette réappropriation de leur féminité, elles ont aussi besoin du soutien des hommes. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes hein, qui sont outrés par ce qui se passe encore aujourd'hui, par comment on traite les femmes. Tu vois. Mais voilà, messieurs, si vous entendez ce message, c'est un chemin qui est génial et on a besoin de vous. Absolument, pour remettre vraiment l'humain plutôt que l'homme et la femme, mais vraiment l'humain au centre. C'est ça. C'est tellement important. Effectivement, tu en parlais, il y a pas mal de femmes qui sont en éveil spirituel et ça leur permet de faire ce chemin d'introspection, de développement personnel. Et c'est vrai que c'est important que les hommes aussi le fassent et que on puisse aussi avoir accès à des hommes vrais, qu'on puisse aussi voir ce que c'est qu'un un homme qui est dans sa sensibilité, mais qui en même temps est bien ancré. C'est ça. Ça m'est arrivé sur Facebook de poster en story en train de fendre des bûches, tu vois. Je suis physiquement fort, j'ai la musculature d'un homme,
La stature, j'ai cette stabilité aussi. Moi, après, c'est parce que j'ai ce travail sur moi-même. Mais pour autant, tu vois, je peux avoir aussi beaucoup de tendresse. Mon beau-fils, je le vois depuis que je suis là, il rattrape beaucoup de choses qu'il n'a pas pu avoir dans sa jeunesse. C'est hyper important de s'autoriser à avoir toutes ces facettes-là. Et la tendresse, c'est pas une faiblesse, en fait. C'est même plus, je trouve que c'est même plus fort d'être capable d'aimer et d'exprimer qui on est avec ces différentes couleurs et ces différentes émotions que de toujours être, tu sais, dans le côté dur, macho et ouais, moi, il y a rien qui me touche et il y a rien qui m'atteint. Oui, ça demande du courage, effectivement. Et puis je trouve ça beau que toi, tu puisses avoir cette relation avec ton beau-fils, que tu lui montres que un homme, ça a aussi le droit d'être tendre, où il peut y avoir un échange authentique, on en revient à cette authenticité. Et pour finir, Christophe, quel message d'espoir tu aimerais transmettre aux auditrices et auditeurs qui aspirent à des relations plus authentiques et épanouissantes? Alors, j'ai envie de te citer le petit dicton qui dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puisque tu vois, moi, c'est à peu près à 40 ans, un peu avant 40 ans que j'ai rencontré Valérie. À mon sens, hein, je pense qu'en amour, tout est possible et qu'il n'y a pas d'âge pour vivre sa relation authentique. Parce que il n'y a pas de schéma propre pour la relation authentique, quoi. J'aimerais dire que, voilà, n'ayez pas peur de rêver grand, osez vous montrer tel que vous êtes. Un jour, vous allez croiser cette personne qui sera aussi folle que vous, aussi aventurière que vous, aussi artiste que vous, aussi tout ce que vous voulez que vous. Et je pense que le plus important, c'est qu'il suffit d'apprendre à écouter, à ressentir, à regarder un peu plus avec le cœur et un peu moins avec la tête. C'est vrai, c'est vrai. L'épisode arrive à son terme. Pour les auditeurs, auditrices, pour retrouver toutes les œuvres de Christophe, eh bien, je vous invite à lire le descriptif dans cet épisode. Et si toi aussi qui écoutes, tu es une experte ou un expert et que tu souhaites partager ton message, réserve ton appel pour qu'on en parle. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!